Bonjour et bienvenue à la récré parentale, le rendez-vous des familles et des professionnels pour répondre à toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. L'école d'aujourd'hui est-elle adaptée aux enfants d'aujourd'hui? Et si on pouvait la changer, à quoi ressemblerait-elle? C'est la grande question à laquelle nous allons essayer de répondre ce matin dans notre émission. Quel est le rôle de l'école dans le développement psychosocial des enfants? On parlera du cadre juridique de l'école inclusive, de la place du sport à l'école et également de l'éducation sexuelle. Mais avant de rejoindre mes invités, je vous propose d'entendre la réponse des principaux intéressés. Alors moi déjà, se lever à 7h du matin, c'est abusé. Moi, je voudrais au moins dormir encore plus longtemps, 3 heures. Moi, je voudrais au moins rester dans mon lit à 10h, me lever à 10h, et puis que ça finisse à 15h30. C'est que on peut lire beaucoup souvent, tous les jours, et on arrête tout le travail, et qu'on peut jouer tous les jours. Qu'on ait des maîtresses plus adaptées pour nos difficultés. Et j'aimerais bien avoir plus de jours moins de jours d'école et plus de jours de gym, plus de temps de gym. Une école avec plus de moments libres. Comme ça, je pourrais, par exemple, m'amuser avec mes copains un petit peu plus et tout. Qu'on fasse l'école dehors et puis qu'on puisse aller déguiser à l'école. Qu'on fasse souvent des sorties et puis qu'on aille plus loin de ce qu'on va d'habitude. Faire l'école dehors, avoir moins de devoirs et moins de jours d'école parce que je trouve qu'il y a un peu beaucoup de jours d'école. Avec un jardin devant et des carottes, un jardin de légumes, d'avoir des papillons qui volent autour du jardin. On vient d'entendre des enfants de 7 à 9 ans, c'est trop mignon ce qu'ils viennent de dire. Bonjour, merci à mes invités d'être là avec nous aujourd'hui. Philippe Jaffé, merci d'être fidèle à l'émission, bonjour. Fabrice Dini, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'éducation intégrale. Qu'est-ce que c'est l'éducation intégrale? Alors c'est beaucoup de choses, mais il y a deux éléments centraux que je peux nommer. L'une d'entre elles, c'est que l'être humain est fait d'une grande complexité. Il est fait de différentes parties de l'être. Il y a le développement cognitif, bien sûr, mais aussi émotionnel, le sens éthique, le sens esthétique, le développement des sens, le développement du corps. Et donc toute cette complexité, il faut l'adresser en fait. Donc on ne veut pas simplement que les enfants apprennent par cœur, on veut adresser toutes les parties de l'être. Donc ça, c'est un élément. Et puis un autre élément qui est central dans cette vision intégrale, c'est que, d'ailleurs, quand on regarde dans les yeux d'un enfant, on voit qu'il y a quelque chose qui brille, il y a une présence qui brille, il y a quelqu'un qui est là, et cette présence, il faut qu'on lui donne de l'espace, parce qu'elle peut se perdre un petit peu en grandissant, en fait. Et donc, il y a cette idée, c'est que chacun, chacune, et chaque parent aussi, d'ailleurs, est unique. Et dans cette vision intégrale, l'idée, c'est que chacun on doit accompagner les enfants pour qu'ils puissent exprimer leur unicité, c'est-à-dire qui ils sont vraiment. Pas ce que nous, on aimerait qu'ils soient, mais qui ils sont vraiment, en fait. Et quand on donne de l'espace à cette présence qui est là, merveilleuse à l'intérieur, eh bien, en fait, ça va changer complètement comment l'enfant va grandir, en fait. C'est-à-dire que parce que ce qu'il fait du sens, il aura envie d'apprendre, il aura envie de découvrir, il aura un sens à sa vie, quelque part. Et notre rôle en tant que parent ou enseignant sera complètement différent. À la place de les pousser dans le dos en leur faisant peur ou en leur donnant envie d'aller quelque part pour avoir des bonnes notes ou quelque chose comme ça, ce sera l'enfant qui de lui-même en fait, aura envie d'atteindre un but. En fait. Et donc nous, notre rôle, ce sera plutôt de l'accompagner à partir de là. C'est magnifique. Moi, je suis happée par ce que vous dites, je suis hypnotisée. J'adore votre façon de voir les choses et votre façon d'accompagner, justement, d'aider ces enfants à grandir, à devenir ce qu'ils sont vraiment. C'est magnifique. Mais c'est difficile à faire. En tant que parent, c'est difficile. Alors, en tant qu'éducateur, encore plus, j'imagine. Après, c'est des choses que l'humanité qui a été faite dans de nombreuses écoles. En fait, c'est pas aussi difficile que ce que l'on croit. Ça demande juste de notre part d'être ouvert, d'apprendre, de continuer à évoluer aussi en tant qu'adulte. On a souvent la tendance à répéter
que l'on nous a fait à nous-mêmes. En fait, on va répéter ce que les parents font avec nous, ce que les enseignants ont fait avec nous, alors qu'en fait, des fois, il y a d'autres solutions. Donc cette idée de continuer à évoluer personnellement va nous permettre d'amener ceci avec les élèves, en fait. Est-ce que vous savez qu'entre 26 et 46% des jeunes entre 12 et 16 ans sont stressés à l'idée d'aller à l'école ? C'est triste quand même. Je pense que le reste sont fatigués. D'ailleurs, Philippe Jaffé, quelle est la différence entre les enfants d'aujourd'hui et les enfants d'hier ? Tout a changé. Tout a changé. On n'est plus dans les baraquements de soldats comme à une époque où on essayait de créer l'enfant normé, tous les enfants pareils aux mêmes, dans une moulinette scolaire comme ça. Aujourd'hui, on essaye de célébrer autant que possible la diversité, avec le problème que l'école est un mastodonte qui évolue malheureusement pas beaucoup ou pas assez vite. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis les enfants ne sont plus les mêmes, tout simplement. Ils ont des exigences, un vécu différent, avec le monde digital qui a fait irruption dans leur vie, avec des attentes qui sont complètement différentes par rapport à la connaissance, mais aussi à la manière dont on leur parle, effectivement. Et puis la famille a changé aussi. Elle n'est plus la même. L'enfant rentrait à la maison, il y avait sa maman. Maintenant, ces dames travaillent, elles ne sont plus aussi présentes, ce qui est un bien pour la société, mais ça complique les choses pour les enfants aussi. Au niveau des familles. Puis comment est-ce que l'école elle pourrait s'adapter à ces changements ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Alors, effectivement, je crois que les enseignants et les enseignantes doivent évoluer. Et donc, ils doivent apprendre à voir l'unicité de chaque enfant, plus encore que de suivre un programme scolaire. Donc, il faut déplacer le curseur en quelque sorte. Mais on parle beaucoup aussi de l'idée d'amener les enseignants à voir les choses dans une perspective plus psychosociale, c'est-à-dire pas simplement l'acquisition des connaissances, mais de voir la stabilité émotionnelle, les valeurs de l'enfant et de la société, et de construire une résilience à travers le groupe. C'est vraiment très compliqué. Hein, oui, c'est très complet de devoir faire ça avec les enseignants. Fabrice Dini, c'est d'ailleurs ce qu'on disait juste un petit peu avant. Alors, avant de continuer avec mes questions, j'aimerais vous emmener à Fribourg, où on est parti rencontrer une directrice qui a ouvert une ferme-école à La Feye. Regardons. Alors à la ferme-école, ce qu'on propose surtout, c'est un cadre très différent. Donc on est toujours dehors, on est beaucoup dans la forêt et beaucoup à la ferme et beaucoup dans le jardin. On est 75% du temps dehors, même par grand froid ou bien par temps de pluie. Alors nous, on travaille un peu à l'envers des écoles traditionnelles à la ferme-école, c'est qu'on va plutôt partir d'un projet. Et les objectifs des plans d'études, du plan d'études roman ou du Lehrplan 21, on va les ajouter au projet et on va vraiment faire des choses très très pratiques. Donc au fil des saisons sur une ferme, il se passe beaucoup de choses. Et puis on va prendre ce qui se passe dans la nature comme situation d'apprentissage et on va fabriquer du jus de pomme, fabriquer de la farine, faire du pain, s'occuper des animaux. Et puis tout ça, ce sont vraiment des choses concrètes et réelles qui apportent beaucoup de sens aux apprentissages. Je pense que ce qu'on pourrait déjà faire dans une école classique, c'est vraiment donner les moyens aux enseignants qui ont envie d'aller beaucoup plus dehors. Et puis ça, c'est toujours bénéfique pour les enfants d'aller dehors. Et puis vraiment de manipuler, expérimenter et puis faire les choses pour de vrai. Et puis ça, si on a les moyens, c'est tout à fait faisable aussi dans le public. Ça serait vraiment bien qu'on soit reconnu aussi financièrement parce qu'une école comme la nôtre n'est absolument pas subventionnée. Et c'est sûr qu'on a besoin d'alternatives, on a besoin d'une diversité. Et
Si l'État voyait cela plus comme une collaboration, ce serait vraiment un grand pas en avant pour nous. On remercie énormément les propriétaires de la ferme, la directrice de l'école et puis tous les enseignants et puis également tous les enfants qui nous ont fait plein de petits cadeaux quand on était les voir. Des petits marrons, des petits bouts de plastique qui traînaient, des bouts de bois. En tout cas, on a été énormément touchés. Un grand merci pour votre accueil. Fabrice Digny, est-ce que c'est à ça que devrait ressembler l'école de demain ? Alors c'est clair, pour les petits degrés, il y a beaucoup de liberté qui est donnée à l'enseignant et du coup, il peut se permettre de faire des choses comme cela. Oui. Le problème que l'on a, c'est qu'en grandissant, quand ils arrivent au cycle d'orientation, le programme est tellement compact que même un enseignant qui essaye de faire quelque chose, il ne peut pas en fait, parce qu'il doit suivre le programme. Donc il faut qu'on donne plus de liberté aux enseignants, il faut qu'on donne plus de liberté aux directions d'école pour qu'ils puissent se permettre de faire ce genre de projet. Est-ce que ça voudrait dire aussi alléger un petit peu le programme scolaire ? En tout cas, avec le plan d'études roman, il y a eu cet élargissement qui a été fait, qui est très positif, mais maintenant, il faut mettre en pratique cet élargissement. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre du temps pour développer les compétences émotionnelles, les valeurs humaines, le vivre ensemble. Et ça, hélas, ce n'est pas dans le programme, en fait. C'est dans le plan d'études, mais ce n'est pas encore mis en place. Donc, on est dans ce moment de transition. Et voilà, on prend notre temps. Il y a une autre question qu'on soulève très régulièrement, c'est la place du sport dans les écoles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que les enfants font assez de sport ? Ils ont 1 ou 2 périodes à peu près par semaine. C'est clair que non. C'est clair que non. C'est-à-dire que les dernières études en Suisse, elles montrent que c'est 45% de la population qui est en surpoids ou obèse. Donc c'est énorme. Ça veut dire une personne sur 2 en Suisse. Oui. Et il faut savoir que là derrière, il y a plein de problèmes psychologiques, de maladies qui vont survenir dans le futur. Aussi pour une nation, c'est catastrophique. C'est qu'on va devenir une nation à l'américaine, on n'arrive plus trop à se déplacer ou à faire, on a moins d'énergie. Donc vraiment le meilleur moyen pour adresser ce problème, qui est vraiment un problème de santé globale, c'est l'activité physique. L'OMS conseille de faire 1 heure d'activité physique tous les jours pour les enfants et les adolescents, et on est très loin de cela, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que l'activité physique, c'est aussi un moyen de développer le vivre ensemble, il y a une question aussi la volonté, le caractère, de développer... c'est pareil avec le corps, en fait. Et puis, en effet, même au niveau... c'est-à-dire, on va se dire, il faut qu'on va se concentrer sur l'académique. Du coup, on veut couper un peu dans l'art et le sport, mais typiquement, on voit que l'activité cardiovasculaire, ça c'est Wendy Suzuki, qui est une spécialiste de la mémoire américaine, qui nous dit que l'activité cardiovasculaire, en fait, va générer, ça donne un bain moussant à l'hippocampe, et puis l'hippocampe, en fait, c'est la région du cerveau qui est associée à la mémorisation. C'est-à-dire que si on fait du cardio, en fait, on va nourrir notre cerveau de neurotransmetteurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est contre l'un ou l'autre, c'est des choses qui vont travailler ensemble. Donc, définitivement, on ne fait pas assez de sport et c'est un problème de santé globale, en fait. Oui. Alors, le sport, le côté émotionnel des enfants, le programme d'école, ça fait un petit peu beaucoup pour les enseignants, pour l'école. Philippe Jaffé, quelle est la limite entre l'éducation à la maison et puis l'éducation à l'école ? Eh bien, c'est une limite qui devient de plus en plus floue parce que les parents se disent nous, on est dépassés, l'école doit prendre le relais. Les enseignants ne sont pas très contents de devoir prendre le relais des parents. Je pense que l'avenir dépendra beaucoup de la concertation, toujours en plaçant l'enfant au centre, parce que finalement, c'est lui, notre souci est de créer des êtres complets, holistiquement parlant, c'est-à-dire avec toutes ces composantes qui deviennent des personnes épanouies. C'est ça l'objectif. Et du point de vue des droits de l'enfant, l'éducation, ce n'est pas simplement l'acquisition de connaissances. La Convention des droits de l'enfant parle de développer toutes les capacités diverses des enfants, inclut la rencontre avec la nature, inclut des valeurs patriotiques. Je mets entre guillemets ce terme, ce n'est pas celui qui apparaît, mais de l'importance de la société dans laquelle l'enfant baigne. Et toutes ces choses, il faut les placer.
Maintenant, je pense qu'il y a aussi une opportunité exceptionnelle maintenant avec l'avancée de l'intelligence artificielle, du digital. Il faut repenser les plans d'études. Il n'y a pas besoin de compter en heures, mais on peut penser en termes d'interaction de l'enfant avec l'intelligence artificielle générative, par exemple. Comment il exploite les connaissances qui sont au bout de ses doigts. Il y a tellement de choses dont on peut rêver. Mais malheureusement, je suis un petit peu pessimiste. Je pense qu'on est un peu, comme vous disiez, attaché à l'école de ce qu'on était, nous. C'est difficile de se départir de ce carcan qui était celui dans lequel on a baigné soi-même. Les changements sont toujours difficiles, mais je suis sûre qu'il y a des choses qu'on peut faire, et d'ailleurs des personnes comme vous qui permettent qu'on fasse ces changements. Dernière question pour vous, Fabrice Dini, puisqu'on est un petit peu pris par le temps. Vous accompagnez des familles justement dans vous aider à ce que cette éducation intégrale soit mise en place. Quels sont les conseils qu'on peut donner peut-être aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire en tant qu'individu ou en tant que parent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pour moi, un élément, c'est, comme on le disait avant, c'est que moi, ça fait 25 ans que j'étudie la pédagogie et en fait, l'humanité a développé plein de trucs et astuces et approches différentes. Et si, en tant que parent, on s'informe, on apprend ces outils, on les découvre, qu'on les personnalise en fonction de qui nous sommes, on sera beaucoup plus outillés pour faire face aux difficultés avec notre enfant ou avec notre adolescent. Donc, un des conseils, c'est vraiment de se renseigner, de lire, de suivre des conférences ou de faire des choses qui leur permettent de s'informer. Et puis l'autre élément que je te dirais, sur lequel je travaille toujours, puis qui est peut-être un peu étonnant, c'est en fait une manière d'approcher, c'est que lorsque notre enfant a une difficulté, c'est de se demander si nous-mêmes, on n'a pas aussi un petit peu cette difficulté. Et puis en tant qu'adulte, de travailler nous-mêmes sur notre propre difficulté. En fait. Et ce que je vois, c'est que lorsque l'on fait cela, comme par effet miroir, en fait, l'enfant va intégrer quelque chose, donc il va apprendre quelque chose. Donc c'est cette idée de donner l'exemple, en fait, quelque part. Effectivement, le travail sur soi, c'est une chose, comme disait Fabrice Dini. La lecture, c'est aussi un très bon moyen de pouvoir s'améliorer, de pouvoir accompagner son enfant. D'ailleurs, vous êtes auteur de plusieurs livres. Le dernier en date, c'est « Enquête vers la joie et le bonheur ». De Fabrice Dini, où ce livre s'adresse spécifiquement aux adolescents. À l'intérieur, il y a même des exercices pratiques, alors de la lecture, des exercices pratiques. Racontez-nous un petit peu, très rapidement, en grandes lignes. Alors, justement, ça fait 25 ans que j'étudie un petit peu toutes les choses qui sont les plus précieuses à transmettre à un adolescent, puis j'essaie de le mettre dans un livre. Donc, il y aura des exercices de relaxation, il y aura des compréhensions sur le fonctionnement du cerveau, c'est très, très important. Oui. Cette compréhension de neuroplasticité qui va nous amener à avoir un état d'esprit plus conquérant, quelque part. Et puis ça, c'est des choses que j'essaie de transmettre dans ce livre. Et du coup, je me réjouis beaucoup de le partager avec les ados. Alors ça, c'est pour les ados, mais on a aussi la version pour les parents qui s'appelle « Grandir en s'épanouissant ». Dans ce livre, Fabrice Dini nous donne énormément d'éléments pour pouvoir accompagner nos enfants. On parle de la pleine conscience, de l'intelligence émotionnelle, de la psychologie positive, on parle de la pédagogie par la nature. J'ai lu quelques passages, je ne peux pas dire tout parce que je n'ai pas eu le temps, mais je peux vivement vous le conseiller. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Fabrice Dini. Merci. Très belle suite à vous. Philippe Jaffé, merci beaucoup. On se revoit très bientôt sur ce plateau. Et nous, on va parler maintenant du cadre juridique de l'école, mais également de l'école inclusive et de la place du sport à l'école. Merci de nous rejoindre. Anne Reiser, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également un invité spécial, Cédric Blanc. Bonjour, merci d'être avec nous. Directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée dans le canton de Vaud. Anne Reiser, les enfants ont, avec les téléphones, de plus en plus présents des problèmes de surstimulation, il y a des problèmes de cyberharcèlement. Les écoles ont maintenant implanté je ne sais pas si on peut dire implanté, mais il y a une nouvelle loi où on ne peut plus avoir les téléphones portables dans les écoles dans certains cantons. Oui. Vous trouvez que c'est bien ? Je trouve ça excellent. Oui. C'est-à-dire que si on enlève, plutôt on redirige l'attention des enfants vers l'enseignement et vers les autres, on peut permettre à l'école d'avoir une chance de passer avec... Et puis l'interaction aussi est favorable en fait pour le développement de l'enfant. Oui.
Mais je ferai une distinction. C'est en fait priver les enfants de smartphones. Hein, c'est de ça que je parle. Oui. Avoir un téléphone qui permet aux parents et à l'enfant d'être en contact en dehors des heures pour dire « je serai en retard, t'es là, t'es pas là » et de communiquer, ça c'est très bien. C'est plutôt de laisser en fait de l'espace de cerveau disponible à l'enfant pour être dans le présent, dans la réalité des liens et la réalité de l'enseignement qu'on a envie de lui dispenser. Alors, depuis la rentrée 2025-2026, maintenant, il y a plusieurs écoles dans le canton du Valais, dans le canton de Neuchâtel, entre autres, qui ont totalement interdit les téléphones à l'école. Est-ce que ça va être le cas aussi dans les écoles vaudoises ? C'est déjà le cas dans les écoles vaudoises. Ah oui. Le canton de Vaud était précurseur en la matière, puisqu'une directive qui date de 2019 stipulait déjà que le smartphone devait être éteint et dans le sac pendant les heures mais scolaires. j'ai pas bien fait mes devoirs alors. Ok, dans le canton de Vaud également, c'est interdit. On apprend. Super, alors ça c'est une très bonne nouvelle. En 2019 d'ailleurs toujours, il y a la loi sur la pédagogie spécialisée qui favorise l'école inclusive. Est-ce que depuis 2019, vous avez des retours de l'école, des parents, des élèves ? Qu'est-ce que ça donne l'école inclusive depuis 2019 ? C'est une grande question. C'est un immense chantier que l'école a entrepris depuis de nombreuses années. On n'a pas attendu finalement d'avoir le cadre légal pour le faire. Ça embrasse évidemment tout un tas de questions liées à des enfants à besoins particuliers, tels qu'on les nomme. Donc ça englobe beaucoup de populations différentes. Je dirais que l'école à visée inclusive, ou plutôt le système scolaire à visée inclusive, parce que c'est ça qu'on doit finalement viser. C'est un système qui devient inclusif et pas uniquement l'école du village ou du quartier. Et donc c'est de permettre à chaque enfant d'avoir accès au savoir, d'être instruit, de vivre aussi une expérience sociale qu'offre l'école de manière équitable et dans un environnement adapté. Alors, vous avez été nombreux à nous écrire par rapport à l'école inclusive. Ça fait assez débat au niveau des enseignants, au niveau des parents. On a rencontré une de ces enseignantes. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. Aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre, c'est que vous avez des enfants avec des troubles qui sont différents et qui ne vont pas forcément ensemble dans une même classe. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui a un trouble autistique, qui a besoin de peu de stimuli, peu de bruit, qui va se retrouver avec un enfant qui peut avoir l'hyperactivité et qui a besoin de se lever tout le temps, qui va plutôt générer du bruit. Et rien que de mettre ces deux enfants ensemble parmi 20 autres élèves, ça peut créer en fait des difficultés pour tout le monde après. Aujourd'hui, dans les classes, vous avez plus d'un tiers d'enfants où on dit qu'ils ont des difficultés scolaires et qu'ils ont potentiellement besoin d'un enseignement spécialisé. Et ça, c'est quelque chose que je questionne beaucoup. Pour un enseignant ordinaire, c'est très compliqué de pouvoir justement s'occuper de tous ces enfants avec toutes ces particularités. C'est des classes où vous avez un enseignant spécialisé qui va intervenir quelques fois dans la semaine. Donc tout ce que l'enseignant spécialisé propose ou veut mettre en place pour l'enfant qui aura une mesure, quand il ne sera pas là, c'est l'enseignant ordinaire qui doit le faire. Donc il doit le faire pour cet enfant, mais pour tous les autres. Donc ça devient un peu une école à la carte. Et souvent, ces enfants qui n'ont pas de difficultés, on les oublie dans cette masse. Au niveau des solutions, je proposerais déjà du co-enseignement. Donc ça voudrait dire sur toute la semaine qu'il y ait deux enseignants, un enseignant ordinaire et un enseignant spécialisé, pour aussi éviter la stigmatisation de ces enfants qui ont en fait un enseignant spécialisé qui vient pour eux en classe, parce que ça, on n'en parle pas non plus. Donc je pense qu'il y a au niveau sociétal une réflexion à faire au niveau de l'hygiène de vie de ces enfants. Est-ce qu'ils font beaucoup d'écran ou pas? Tout ça, ça a aussi un impact, je pense. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on diagnostique plus de troubles, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un trouble? Est-ce que c'est pas le fait d'être trop sur les écrans qui fait que l'enfant, il a plus d'attention? Toutes ces choses-là, je pense qu'elles sont à questionner. L'hyperactivité, on sait que c'est lié aussi au sucre. Donc, avant de mettre cette étiquette du trouble et de mettre derrière de l'enseignement spécialisé, est-ce qu'on pourrait aussi remettre en question la façon d'éduquer les enfants et leur hygiène de vie? Je ne pense pas que refuser l'école inclusive, c'est refuser la différence, dans le sens où vous avez beaucoup d'enfants qui sont intégrés dans l'école ordinaire qui en souffrent. J'ai travaillé dans les écoles spécialisées, on a quand même eu beaucoup d'enfants qui ont testé l'école ordinaire, qui sont revenus en école spécialisée et qui nous disaient clairement qu'ils se sentaient beaucoup mieux parce qu'ils étaient avec des camarades qui avaient les mêmes difficultés qu'eux. Je pense qu'on dévalorise beaucoup l'école spécialisée aujourd'hui, mais si elles existent, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'elles sont spécialisées dans les troubles.
Un enseignant spécialisé en école ordinaire, il ne peut pas être spécialisé dans tous les troubles. Donc je ne pense pas qu'on est contre la différence si on ose en fait porter un regard critique sur l'école inclusive en milieu ordinaire. Alors, d'un côté, on a l'acceptance des différences, elles existent. D'un autre côté, on ne peut pas les nier quand on est face à plusieurs élèves qui sont différents dans une même classe, comme l'a dit cette enseignante. Anne Reiser, l'enseignante parle de la confiance qui a été perdue entre les parents et l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi, dans votre quotidien? J'ai constaté, oui, absolument. Mais la difficulté, en réalité, je pense qu'il faudrait juste qu'on recadre le débat. Et je pense qu'on se rende compte que les parents ont des devoirs, ils doivent collaborer avec l'école doit collaborer avec les parents, mais le but, c'est de ne pas faire des autogols des deux côtés. Avec le principe d'égalité qui a envahi la pensée qui préside à l'organisation de l'enseignement, on finit par créer des inégalités et en fait, en traitant de manière identique des besoins qui sont différents. Hein. Ça, c'est une violation du principe d'égalité. Et si l'idée, c'est d'élever les enfants et non pas de les ratatiner, et de leur donner accès au savoir, alors il faut traiter les situations de manière plus nuancée, en concertation avec les parents, certainement, mais quand même mettre des cadres qui permettent en fait à ceux qui ont des difficultés d'être aidés et ceux qui n'en ont pas d'être propulsés. Voilà, et le problème c'est que dont cette enseignante fait témoignage malheureusement, c'est qu'avec les meilleures intentions, on arrive à des situations épouvantables. C'est vraiment pas ce qui était voulu. Oui, je pense que c'est vraiment pas ce qui était voulu. D'ailleurs, cette enseignante donne aussi des solutions. En l'occurrence, elle parle de co-enseignement, peut-être d'avoir quelqu'un qui soit constamment dans la classe. Est-ce qu'au niveau du budget dans les écoles, par exemple, du canton de Vaud, est-ce qu'on pourrait augmenter? Est-ce qu'il y a des budgets qui sont prévus pour les écoles? Alors, les moyens alloués pour ces élèves et les classes concernées ont déjà augmenté ces dernières années. Ils ne cessent de l'être, finalement. Ce n'est pas toujours la solution, le co-enseignement. Je crois qu'il faut aussi bien faire une distinction en fonction des enfants dont on est en train de parler. Si on prend les troubles du spectre de l'autisme, voilà, on peut avoir... Il y a plusieurs dizaines de formes de spectre de l'autisme. Donc, l'enfant ne va pas réagir forcément de la même manière à son environnement. C'est pour ça que je parlais de système scolaire à visée inclusive. Je crois que ce qu'on doit viser, c'est que finalement, quel que soit le lieu où on va instruire l'élève, où l'enfant devient un élève, où on va soutenir les parents dans leurs tâches éducatives, quel que soit le lieu, il doit permettre l'accueil d'un enfant. Donc ça vaut pour un établissement de pédagogie spécialisée, qu'on peut appeler institution aussi, mais ça vaut aussi pour l'école du village ou du quartier. Donc il faut mesurer finalement quelles sont les possibilités de répondre à l'enfant. Il y a plusieurs projets dans les établissements qui se mettent en place pour soutenir les enseignantes qui sont dans la pénibilité par rapport à la grande diversité d'enfants qu'elles accueillent dans la même classe, avec des espaces ressources, avec des enseignants spécialisés qui viennent dans la classe, avec des contenus aussi qui sont adaptés. Donc il faut trouver le chemin, et la mesure unique en mode parapluie, j'y crois pas beaucoup, parce que le besoin n'est pas toujours le même. Mais alors concrètement, vous disiez, il y a des choses qui vont se mettre en place. Nous, ce qu'on entend beaucoup dire, c'est les enseignantes nous disent c'est une bonne idée, l'école inclusive, mais on n'a pas les moyens de le faire. Est-ce que concrètement, il y a des choses qui vont changer prochainement ? Alors, elles ont déjà changé. Oui, alors ça, effectivement, le département a réagi aussi ces 2 dernières années en augmentant aussi les moyens, en prenant conscience. Je crois qu'il y a surtout une période de la scolarité sur laquelle on doit être très attentif, c'est l'entrée en scolarité. Oui. Véritablement, 2P, c'est là finalement que l'enfant va acquérir les codes sociaux, prendre conscience du groupe. C'est parfois la première expérience sociale pour un enfant à 4 ans. Ça ne devrait pas, logiquement, mais ça l'est dans les faits. Donc, c'est comment on peut mieux accompagner cette entrée en scolarité, soutenir les professionnels de ces classes, mais également soutenir les enfants et puis travailler avec les parents en amont. Ce que Mme Reiser disait tout à l'heure est très juste. Il faut collaborer avec les parents avant l'entrée en scolarité. Là, on doit déjà aussi faire du repérage et être capable de mieux prévoir cette entrée à l'école, donc apprendre son métier d'élève finalement. Et là, il y a des moyens qui doivent être engagés plus spécifiquement sur cette entrée en scolarité. C'est le cas dans le canton de Vaud. Et puis, on doit garder le focus là-dessus. Ça, c'est sûr. C'est important. Et si je peux me permettre, désolé, mais ça me brûle les lèvres. Vous parlez d'enseignantes,
S'il s'agit à l'école de préparer les enfants au monde de demain, ce serait bien qu'il y ait aussi des enseignants des hommes. Des hommes. Oui, alors ça c'est là. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il y a très très peu d'hommes parmi les enseignants, il y en a de moins en moins. Ça, c'est pas bien. Alors, vous avez le message, messieurs, mettez-vous à la pédagogie. En parlant d'entrée à l'école, il y a aussi les sorties à l'école. L'école à la maison a augmenté. De plus en plus de parents retirent leurs enfants de l'école, que ce soit à cause des valeurs qui sont enseignées, qui ne leur correspondent plus, des matières qui ne sont pas adaptées, parfois du niveau scolaire qui est en baisse. Le chiffre a d'ailleurs doublé ces 7 dernières années. Anne Reiser, à quoi devrait ressembler l'école de demain pour que tout le monde y trouve son compte finalement, les enfants, autant les parents, l'État, mais également les enseignants? Moi, je peux répondre en tant que juriste. Oui. On est censé, d'après la loi, fabriquer des individus qui sont responsables. Donc, pour être responsable, il faut avoir un sens des normes. Oui. On est censé aider au développement de l'enfant pour qu'il puisse devenir autonome. Ça veut dire qu'il comprenne déjà qu'est-ce que c'est que l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'ils comprennent d'abord quelles sont les règles ambiantes pour pouvoir ensuite se forger les siennes. Donc, vous parliez très justement de l'acquisition des savoirs. Au tout départ, il s'agit, en tout cas la mission que donne la Constitution aux individus, d'aider les enfants à s'élever, c'est-à-dire écrire, compter, écrire, lire, compter et penser. Donc ça veut dire qu'il s'agit de permettre de guider un enfant vers l'âge adulte dans une société dans laquelle il pourra être autonome, il n'aura pas besoin de l'assistance d'autrui, ni d'une machine, ni de l'État, ni de ses parents. Donc c'est ça l'objectif. Et la vraie question, si c'est ça l'objectif, c'est est-ce que, franchement, l'école d'aujourd'hui favorise cela à un moment où, en tant que patron, moi j'ai bien vu, il y a des gens qui ne savaient même plus écrire, et donc pas lire non plus. Donc augmenter le niveau scolaire drastiquement. Dernière question pour vous, Cédric Blanc, la place du sport dans les écoles. Va-t-il y avoir des changements? Va-t-on importer ou rajouter des périodes de gymnastique, de sport, d'extérieur? Encore une fois, ça se rapporte au budget. Vous parlez à un ancien maître d'éducation physique, donc c'est évidemment une question qui me parle. Il faut savoir que le cadre, il est d'abord fédéral. Il y a une ordonnance fédérale qui stipule que 3 périodes d'éducation physique hebdomadaire doivent être dispensées pour les élèves. On a tout un catalogue d'activités sportives et de mouvements dans les établissements, qu'elles soient sous forme d'après-midi sportif ou de camp ou de joute. Enfin voilà, on a déjà un programme important. C'est vrai que c'est important que l'enfant bouge. Je pense que ça ne doit pas non plus se cibler uniquement sur des heures dédiées. Je pense que dans le temps de journée, et je le sais, il y a des enseignants qui prennent le temps aussi de diversifier leur manière d'enseigner. Les enfants bougent dans la classe, sont debout, vont même à l'extérieur. Et ça, ce sont des moments qui sont propices à régénérer aussi leur capacité cognitive, finalement. Voilà, se recentrer, avoir de l'attention et de la concentration. Ça ne se dicte pas comme ça dans la journée, en étant assis de manière très standardisée dans une classe. Il faut pouvoir bouger pour rendre aussi le corps disponible. Donc oui, on est très attaché à ça. Et puis un des enjeux, puisque vous me posez la question qui est à mon avis crucial pour l'école de demain et la société de demain, c'est tout ce qui se passe en dehors de l'école et la connexion entre scolaire et parascolaire. Et là, on a des possibilités dans les activités parascolaires de favoriser aussi des activités de mouvement qui sont évidemment bénéfiques pour la santé mentale des jeunes. Ça, c'est plus à prouver, la science le démontre, mais qui doit pouvoir s'inscrire aussi dans la capacité des communes, des communautés à mettre en place des programmes juste après l'école, que ce soit articulé avec des devoirs surveillés ou non, mais des activités mouvement dans ce cadre-là. Donc là aussi, la journée à école continue avec une offre de mouvement étendue. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien voir se développer effectivement. On aimerait bien aussi. Je vous remercie énormément pour votre intervention. Merci beaucoup Anne Reiser. On va maintenant parler de l'éducation sexuelle à l'école. Thomas Platner, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin cantonal à la direction de la santé et des affaires sociales à Fribourg. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat qui fait débat, en tout cas auprès des parents. C'est l'éducation sexuelle à l'école. Alors pourquoi est-ce qu'il y a l'éducation sexuelle à l'école ? Alors tout premièrement, j'aimerais préciser que l'éducation sexuelle, en premier lieu, c'est la responsabilité des parents.
L'éducation sexuelle est complémentaire. Et puis le but, c'est de transmettre des informations fiables, scientifiquement fondées, sur les aspects physiques, relationnels, émotionnels, sur la sexualité. Quel est le programme qui est enseigné? De quoi parle-t-on? Alors, ils interviennent dans toutes les écoles primaires et secondaires du canton, ainsi que dans les écoles spécialisées. Elle est formatrice en santé sexuelle. Ils ont un titre de spécialiste en santé sexuelle. Ils ont été formés par un cours qui dure 2 ans de haute école. Ils ont tous toutes un DAS en santé sexuelle. Et les cours sont donnés adaptés à l'âge et au stade de développement des enfants. Donc le contenu des cours est différent pour les enfants à 2 âges, par exemple, que les jeunes en 10 âges. Merci. On n'a pas les chiffres exacts des parents qui sont pour ou qui sont contre. Ce n'est pas du tout la question aujourd'hui. Néanmoins, on a reçu beaucoup de messages de votre part en rapport avec les cours d'éducation sexuelle à l'école. On a rencontré un des papas qui nous a écrit. Je vous propose de regarder le reportage. Donc ma fille aînée est allée effectivement au cours d'éducation sexuelle à 13 ans, au cycle d'orientation. Personnellement, je suis favorable au cours d'éducation sexuelle pour autant qu'on se concentre sur la prévention d'abus, etc. Mais dans ce cours, donc il y avait des éléments valables. On lui a présenté aussi la licorne du genre, qui est un document transactiviste. Et elle en est revenue effectivement assez choquée, puisque c'est un document qui est anti-scientifique. Et je lui expliquais déjà auparavant que c'était une idéologie assez dangereuse. La licorne du genre est un document édité par des associations transactivistes qui présentent différentes choses qui sont anti-scientifiques. Je dirais le plus gros problème, c'est qu'ils présentent le sexe biologique comme étant une construction sociale assignée à la naissance, alors qu'on sait scientifiquement que le sexe biologique est déterminé de manière irrévocable à la conception. Et donc c'est une inversion de la réalité. Le document La licorne du genre a été présenté durant le cours. J'ai ensuite suivi avec un certain nombre de courriers à l'école et jusqu'au plus haut de l'État au niveau du département de l'instruction publique à Genève, où les directeurs généraux et même la conseillère d'État m'ont confirmé que la licorne du genre était un document qui était valable. Donc un document anti-scientifique, faux et confirmé par les plus hautes sphères de l'État. Je pense que l'éducation sexuelle a sa place à l'école. Je suis né à Genève, j'ai fait mon école à Genève. Je pense que tout ce qui est du niveau de la prévention, c'est une très bonne chose et je pense qu'il y a certains parents effectivement un peu trop conservateurs qui ne vont pas donner les outils adéquats à leurs enfants pour évoluer de manière positive dans la vie au niveau affectif. Donc c'est très important. Mais j'aimerais vraiment qu'on se tienne à la prévention et pas au prosélytisme d'idéologies qui sont dangereuses et fausses. J'ai entendu que Fribourg a éliminé la possibilité d'obtenir une dispense pour les cours d'éducation sexuelle. Je suis ambivalent par rapport à cela, parce que si les cours d'éducation sexuelle se tenaient effectivement à la prévention et se basaient sur des choses scientifiques, je serais potentiellement favorable à ne pas donner de dispense. Mais à partir du moment où, en tout cas, ma confiance dans le système éducatif suisse, je ne vois en particulier, a été sérieusement entamée par ces démarches activistes, je suis malheureusement favorable au fait que les parents puissent retirer leurs enfants de ces cours. Alors Thomas Platner, ce papa disait justement que sa fille avait reçu les cours d'éducation sexuelle à l'école, qu'il n'était pas forcément en contre, au contraire, c'est une bonne chose d'accompagner les parents dans l'éducation sexuelle des enfants, mais qu'il n'était pas d'accord avec le prosélytisme, comme il dit dans son témoignage. La grande question que je vais vous poser, c'est parlez-vous de l'identité de genre dans vos cours la question de l'identité de genre est-elle abordée à l'école dans les cours d'éducation sexuelle? Alors, la question de l'identité de genre est une réalité dans notre société. Et la thématique, encore une fois, est abordée de manière adaptée à l'âge de l'enfant. Les cours d'éducation sexuelle, ce n'est pas une idéologie. Et puis, on ne fait pas de prosélytisme. Et on n'incite pas les enfants à questionner leur identité de genre. Mais les enfants et jeunes, ils sont de toute façon confrontés à ces questions.
ça soit parce que, par exemple, ils ont une personne trans dans leur entourage ou parmi leurs connaissances. Il peut y avoir des enfants qui, pendant l'école, changent leur nom, sont un garçon et deviennent une fille. Et la thématique, elle doit être abordée pour lutter contre toute forme de discrimination et pour enseigner la tolérance, l'acceptance. Mais on ne incite pas les enfants, comme c'est souvent dit, de questionner leur genre. Pas du tout. Alors, si je regarde le programme qui est proposé dans les écoles, donc ça c'est le programme que j'ai pris sur le site internet, pour les enfants de 5-6 ans par exemple, on va les sensibiliser à la diversité et valoriser l'identité de chacun. Pour des enfants de 8-9 ans, donc il y a plein de choses, mais en l'occurrence ce qui fait questionner les parents, c'est on va développer son identité et une image positive de soi, ce qui est une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment développer son identité ? On pose à des questions de 8-9 ans la question de comment on fait l'amour, ou alors est-ce qu'on peut prendre des photos de nos parties privatives. Est-ce que c'est pas devancer les questions des enfants? Est-ce que c'est pas mieux de les laisser grandir et puis au moment où on arrive à ces situations, de peut-être leur expliquer? Est-ce que 6-7 ans ou 5-6 ans et puis 8-9 ans, c'est pas un petit peu tôt pour aborder ce genre de questions? Alors, dans l'école primaire, notamment en 2H par exemple, où les enfants ont 5-6 ans, le but surtout, c'est prévenir des abus. Oui. Les enfants, ils ont besoin de connaître leur corps. Et ils ont besoin de savoir qu'est-ce que sont des bons secrets, des mauvais secrets. Ils ont besoin de savoir que leur corps appartient à eux. Ils ont besoin de savoir quels sont les mauvais et les bons touchés et surtout vers qui se tourner en cas d'une situation qui est inconfortable pour eux. Ils ont besoin de savoir, de connaître, d'avoir ces informations-là dans le but de prévenir des abus. La question d'identité des genres, elle n'est pas thématisée en 2H. Mais il peut y avoir des questions. Les enfants posent des questions, ils sont invités à poser des questions. Et le contenu des cours dépend aussi de ces questions qui sont posées. Et si un enfant ne se sent pas à l'aise ou a des vécus traumatisants, elle peut aussi contacter la formatrice en marge du cours pour lui parler. Et puis au fil du temps, durant l'école, les questions liées à l'identité de genre deviennent peut-être plus importantes. Les enfants sont confrontés, que ce soit sur l'Internet ou encore une fois parce qu'ils ont des connaissances. Et ces aspects-là, ils sont éduqués encore une fois, dans le but de lutter contre les discriminations et toujours adapté à l'âge et au développement personnel des enfants et aussi dans le respect des valeurs et croyances des familles et des enfants. Oui. D'ailleurs, en parlant du respect des valeurs des familles, à Fribourg, vous avez très récemment supprimé la dispense des cours d'éducation sexuelle. Les parents n'ont pas toujours été d'accord avec cette décision, puisque ça veut dire que tous les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires. C'est une bonne chose de prévenir les abus, mais comment est-ce que vous faites pour garantir qu'il n'y a absolument pas de prosélytisme dans ces cours? Alors, les cours, ils sont donnés sur la base des recommandations, directives internationales, nationales, sur les recommandations de santé sexuelle suisse. Le programme des cours, il est validé par notre service, par la direction de la santé et des affaires sociales. Par ailleurs, le contenu de ces cours, ils sont accessibles sur notre site, on peut les voir. Il y a des soirées de parents qui sont organisées aussi pour expliquer ce qui est éduqué
pendant les cours. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la nature, Oui. mais qui est fondé, encore une fois, sur des bases scientifiques et des recommandations directives reconnues internationalement et nationalement. Je vous remercie beaucoup pour la réponse à toutes ces questions assez délicates. Je suis désolée, je me suis faite un petit peu l'avocate du diable, mais parce que je devais poser les questions des parents. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Cette émission touche maintenant à sa fin. Vous pouvez nous retrouver sur laparental.ch. Écrivez-nous et nous, on se retrouve mercredi prochain.